Pour le moment, on va recevoir Philippe Boxeau, le plus célèbre des médecins légistes. On l'a déjà reçu il y a quelques semaines dans Face à Hanouna. On a adoré ces histoires. Et c'est vrai que voilà, on adore l'avoir avec nous. Alors, il est extrêmement occupé, Philippe, mais ça nous fait toujours plaisir de le voir. Et je rappelle ces 2 ouvrages à Philippe. Et c'est vrai que c'est incroyable. Vraiment, les livres de Philippe Boxeau aussi, vous allez vous régaler. Merci, Philippe, d'être là. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de vous revoir. Vous venez de Belgique, là? Ah ouais. Ouais, merci. Il fait beau. Vous êtes médecin légiste, je le rappelle bien entendu. Vous ne vous occupez que des morts? Non, je vois aussi des vivants, des gens qui ont été victimes de coups et blessures pour vérifier si les lésions concordent avec ce qu'ils nous racontent. Et je vois aussi des vivants pour les indemniser d'agressions qu'ils ont subies. Ah d'accord, ok. Voilà. D'accord. Vous occupez plus de morts que de vivants quand même? Oui, grosso modo, allez, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié, d'accord. Ouais. Ah, 50% de morts, 50% de vivants. Ouais. Comment vous faites pour les reconnaître? Non, mais... De temps en temps, ils ne sont pas morts. D'accord, très bien. Vous êtes considéré comme un membre de la police ou pas? Non, pas du tout. Non. Ah non, c'est vrai? Ouais. Je croyais. On ne fait pas partie de l'ordre policier, on ne fait pas partie de l'ordre judiciaire, on est vraiment indépendant de tout ça. Et d'ailleurs, on doit l'être. On doit être neutre par rapport à tout système pour pouvoir travailler de la façon la plus neutre qui soit au service de la justice. Alors, c'est quoi la journée type d'un médecin légiste? C'est se lever le matin, Ah ouais, non. en espérant que le téléphone ne sonne pas trop tôt, Ah ouais. question de pouvoir prendre un petit-déj. Ensuite, c'est attendre l'appel. En gros, c'est ça. Ah On ouais. attend l'appel, tu es à côté de ton téléphone, tu attends qu'il sonne. Et puis au moment où il sonne, tu dois être prêt à partir pour là où on t'adresse, fin fond de la Belgique, pas de problème, on doit y aller. Mais t'as du travail tous les jours? Ouais, Ah vraiment? ouais, Quand ton téléphone sonne tous les jours? tous les jours. C'est fou ça. Parce que tu vois, Gilles Verdès, par exemple, il est chroniqueur ici, son téléphone ne sonne jamais. C'est fou. Mais il n'est pas médecin légiste. Non, c'est vrai, mais quoi? Mais s'il veut, viens avec moi, je vais lui montrer. Non, Et- t'inquiète pas, parce que même les vais vivants, avoir du ils vont boulot. mourir après. Non, fais pas ça. Il va peut-être réveiller les morts. C'est pas une bonne idée. Bah, c'est Là, vrai. tu vas voir, si tu l'amènes avec toi, tu vas avoir 100% de morts. Tu vois, donc, je te le dis. C'est énormément de paperasse aussi, non, quand même? Non, il y a un rapport à faire, tu vois, Ah ouais. un rapport. Tu le déposes chez le procureur qui a requis ou chez le magistrat qui a requis uniquement, et puis c'est terminé. Ah oui. Dis-moi, Ouais. toi, tu vois, c'est ce que tu voulais faire, toi? Non. Parce que c'est vrai que je vois jamais quelqu'un à l'école quand on dit mettez-nous si vous avez une idée. Vous savez, au début de l'année à l'école, on dit toujours prenez une demi-feuille, nom, prénom, profession des parents. Et si vous avez une petite idée de ce que vous voulez faire plus tard, vous le mettez. Moi, je mettais toujours à la fâche, je mettais toujours moi, le métier que j'avais envie de faire. C'est quoi? Cascadeur. Ah ouais. Vraiment? Ouais, je voulais faire cascadeur boulanger. Mais- Ah ouais. Dans la même journée. Les 2 métiers. Ouais. Et vous, non mais et vous, vous avez mis médecin légiste? Non, je voulais être prêtre. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Ouais, et puis j'ai rencontré l'évêque de mon diocèse et on a parlé longuement, j'avais 18 ans. Après avoir parlé avec moi à peu près 1 heure, il m'a conseillé d'aller faire des bacs. Et j'hésitais entre la médecine et le droit, et c'est tout à fait par hasard que j'ai fait la médecine. En fait, c'est un tirage au sort. J'étais face à l'endroit où on inscrivait. À l'époque, les ordinateurs n'existaient pas trop. Hein. On inscrivait encore sur papier, tu vois. Il y avait des étudiants qui inscrivaient. Et depuis 1 heure, j'hésitais entre la médecine et le droit. Et je me suis dit au bout d'1 heure, bon, c'est bon là. Si je reviens demain, ce sera le même djal, la même chose, c'est du wallon, pardon. Et je dis, le prochain qui vient, j'y vais. Et tu avais un mec qui inscrivait pour la médecine, une fille qui inscrivait... pardon, l'inverse. Un mec qui inscrivait pour le droit, une fille pour la médecine. Ils sont arrivés en même temps. Et le mec du droit, très poliment, a laissé passer la fille qui inscrivait pour la médecine. J'ai fait la médecine. Fort. Incroyable. Ah ouais, Voilà. tu te rends compte à quoi ça s'est joué? À peu de choses. Ah ouais, c'est sûr, tu serais tombé sur un mec pas galant, t'aurais fait Le droit. Ouais, c'est fou, bah, tu vois. Je refais autre chose. Ah, c'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que nous, c'est comme dans les films. Hein. On te voit arriver sur des scènes de crime avec les trucs jaunes autour, là, tout ça. Mais ça se passe vraiment comme ça ou pas, genre? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment pas, vraiment pas. Dans les films, tout est organisé, on met l'ambiance, etc. Nous, on arrive, et une fois, on m'a appelé en me disant, écoute, Philippe, viens, mais on t'appelle pour rien, c'est un suicide, c'est un gars qui s'est suicidé avec une arme à feu. Voilà, c'est parce que le procureur incite, sinon, nous, on ne t'aurait pas appelé. Il s'excuse au téléphone, quand j'arrive sur place, il s'excuse encore, et puis quand j'examine le gars, en quelques secondes, j'ai constaté que c'était un meurtre, quoi. Ah, ça, ouais, Et c'est toute la différence que fait le médecin légiste. c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous faites partie de la police? Parce Ouais. que c'est fou. Ah oui, mais on travaille avec eux. On ne fait pas partie de la police, mais on travaille avec eux. Et donc, on a un autre regard, en fait, sur le mort. Et ce regard-là fait toute la différence. C'est pour ça que les médecins légistes sont vraiment importants. Alors, justement, l'un de vos livres s'intitule Les morts ont la parole. C'est ce que je fais régulièrement dans mon émission avec Daniel Moreau, notamment. Vous parlez parfois avec des personnes décédées, vous? Non, jamais. 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 Jamais, ouais, Mais non, ils ne t'entendent pas, ça ne sert à rien. Et on dit toujours, on peut parler à un mort, ce n'est pas vraiment un problème. S'il répond, ça en devient un.
Et là, il n'y en a jamais un qui m'ait répondu, donc ça ne sert à rien que je leur parle. Non, mais c'est vrai que dans les films, on voit parfois le médecin légiste qui caresse le cadavre, qui lui parle, et comme s'il y avait un lien particulier. Je crois que c'est une façon de l'humaniser. Ouais, c'est ça. À la télévision, de le rendre humain, de rappeler qu'il a vécu. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de ça. Vous êtes blindé, docteur? Oui. Vous avez tout vu déjà? On n'a jamais. Il n'y a pas un moment où vous arrivez sur un corps d'un truc particulier, un enfant, machin, vous vous dites waouh. Les enfants, vous n'êtes jamais blindés. Jamais, jamais. Ouais. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus pénible. Mais pour tout le monde. La salle d'autopsie, c'est un lieu d'une certaine convivialité. C'est toujours le même policier que je vois, c'est toujours le même gens du labo que je vois. On se connaît, on connaît nos familles. Ça fait 30 ans que je connais certains, donc on est devenus potes. C'est un lieu où on s'amuse, pas du corps, mais où c'est pas un lieu triste. Quand c'est un enfant, c'est fini. L'ambiance a changé, c'est autre chose. Et t'es dans une dimension qui est beaucoup plus pénible, même pour le légiste. C'est quoi la mort la plus improbable que vous avez constatée? J'en ai déjà parlé, c'est le type qui avait avalé une fourchette. C'est vraiment la mort la plus improbable que j'ai jamais connue. Un mec qui était bourré, qui a voulu faire un pari. Oui, c'est ça, c'est un pari. Il en est malheureusement décédé. C'est vraiment une histoire hyper triste en plus, vraiment triste. Est-ce que vous avez retrouvé des objets improbables dans des corps? Oui. Vous avez retrouvé quoi? Des vierges de Lourdes. Des vierges de Lourdes. Des vierges de Lourdes? Ah, des vierges de Lourdes. Ouais, des petites statues de la Vierge qu'une dame se poussait dans la vessie. Elle n'est pas morte de ça, elle n'est pas morte de ça du tout, dans la vessie. Elle avait des infections urinaires à répétition, puis elle a fini par mourir, mais pas de ça. Elle s'est suicidée, elle s'est pendue. Et quand j'ai fait l'autopsie, dans la vessie, j'ai trouvé ça, des épingles de nourrice, des clous, toutes sortes de choses qu'elle se poussait dans la vessie. Elle n'avait pas ouvert un bricorama? Non, mais c'est je pose la question, les gars. Non, mais franchement, et vous avez retrouvé quoi d'autre de fou? J'ai un type qui s'est mis un bâton dans l'anus. Ah oui. En même temps qu'il était debout sur une chaise pour mieux se voir avec la glace, la vitre qu'il a mis au sol, tu vois. Donc, il se regardait debout sur la chaise, avec le manche de brosse enfoncé dans le cul pour pouvoir se voir. C'était une forme de masturbation, quoi. Ah ouais. Et la chaise, elle est tombée? Et la chaise, elle est tombée. Ah, il est mort. Et il est mort. Et le manche de brosse lui est rentré dans l'anus, il a tout perforé. Il était cassé, et quand on l'a retrouvé mort, le manche était encore en place, quoi. Non. Voilà. C'est d'art, les poussières. Non, mais c'est fou. Quand t'arrives là-dessus, tu vois quand même un mec avec un manche. Ah ouais, quand même, comment on met? Patrick, retire le truc, toi, alors vas-y. Non, on ne retire pas, on laisse bien en place pour bien visualiser le trajet du manche quand on va faire l'autopsie. Franchement, on s'imagine tous la scène, on a tous mal aux fesses. En fait, grave, t'as raison. Je ne sais pas qui n'a pas mal aux fesses, là, je vous le dis. C'est un truc de fou. C'est vrai qu'il n'y a déjà pas beaucoup de gens, je pense, dans le monde qui se mettent des bâtons entiers dans les fesses, mais alors quelle était la proportion de chances qu'ils tombent, quoi? Elle était très faible, mais sa chaise n'était pas top, quoi. Ah ouais, il aurait bien fait de bien la choisir. Et le faux suicidé, comment vous avez remarqué que c'était pas un suicide? Il était droitier. Et l'arme était tenue dans la main gauche et vraiment très très près de la lésion. Et une arme à côté de la lésion, ça n'existe pas. Quand on se tire dessus, c'est un mouvement de recul, ne fût-ce qu'à cause de la projection de poudre et de fumée et du reste qui vient de l'arme. Donc l'arme retombe. Et là, l'arme était juste à côté. Donc je me suis dit, ça va, on a trafiqué. Et puis j'ai demandé à sa femme qui était sur le trottoir en train de pleurer comme une madeleine. Il ne faut jamais les croire. Quand ils pleurent, c'est pas toujours vrai. Parfois c'est totalement vrai, parfois pas du tout. C'était la femme qui avait tué? Pas exactement, mais elle était complice, c'était l'amant de la femme. Et il était droitier, lui. Or, le bonhomme, je voulais savoir, il n'y a quand même que 10% de gauchers à la surface de la planète, donc tu as quand même 9 chances sur 10 que ce soit pas lui qui ait tiré. Donc, j'ai demandé à sa femme si c'était gaucher ou droitier, elle m'a dit, je ne sais pas. Et je me suis dit, ça c'est très louche, une femme qui ne sait pas si son mari est gaucher ou droitier. Ça colle pas trop, quoi. Et puis j'ai appris qu'il était droitier, donc il se serait jamais tiré dessus avec la main gauche. Quand on se suicide, en général, c'est avec sa main dominante, et tu mets pas le flingue à 2 mètres en te demandant si tu vas te toucher. Tu le mets au contact. Bien sûr. Alors, c'est quoi l'arme de crime la plus improbable que vous avez constatée? J'ai pas de bons souvenirs de ça. J'ai eu des tas de couteaux, j'ai eu une tronçonneuse, j'ai eu des haches, plusieurs haches. Qu'est-ce que j'ai eu d'amusant? Une bouteille. Voilà. À part ça, et puis les armes à feu. Les armes à feu, qu'est-ce qu'on en voit? Ah ouais. Mais l'arme à feu, c'est plus simple. T'as pas de contact. Hein. Ça. À distance, tu tires, Exactement. J'ai mon adversaire en face de moi avec son pull. Les gars, tu vois bien qu'il a un gilet pare-balles. Là, il a un gilet pare-balles. Tu vois bien. Balle de golf. Là, il est bien. Et ça ne nécessite pas de contact. Si je veux aller vers lui pour le tuer, il va falloir vraiment qu'il y ait un échange de coups, un échange de coups de couteau. Il y a un contact, c'est plus difficile. Voilà. C'est quoi le premier cas sur lequel vous avez travaillé, la première fois
Vous êtes intervenu, c'était quoi votre premier truc? Un accident de roulage, c'était... Accident de quoi? De roulage. Voiture. Ah, d'accord, Voiture. roulage, d'accord. Ouais. Parce qu'on dit roulage C'est là-bas, pas en un Belgique. joint, ouais. la vie. Mais je croyais que c'était un mec qui se roulait des cigarettes. Un accident de roulage, je croyais que c'était Doc Gynéco. Non, mais... Non, On d'accord. dit quoi en France? Un accident de voiture. Ah, bah, c'est un accident de voiture Exactement, de roulage, quoi. qui roulait C'est ça. et qui, en roulant, c'était en pleine nuit, ils étaient un petit peu bourrés, tant le conducteur que le passager. Le conducteur était ceinturé, le passager ne l'était pas. Le conducteur, à mon avis, s'est endormi au volant. Il a pris la berne centrale, ça se dit ça en France, hein, la berne centrale de l'autoroute, c'est correct, hein? Ouais, on comprend quand même. Ah, ça va. Et donc, il s'encasse de la benne centrale. Lui, il est à l'arrêt, ça va, il va survivre. Par contre, son passager dormait, non ceinturé. Il a été projeté par le pare-brise avant de la voiture. Bien. Il est allé sur la benne centrale, mais l'autre côté de la benne centrale, sa tête là, de cette manière-là, il était décapité et il a roulé jusque dans le fossé. Putain. Alors, les policiers n'étaient C'est pas votre très premier chauds. cas, la première fois Ouais. que vous arrivez? Ouais. Ah ouais, quand même. Les policiers n'étaient pas super chauds pour aller retrouver la tête. Ouais. Donc, ils m'ont appelé. Comme j'étais Non. un petit jeune, on ose. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils n'oseraient plus, mais à l'époque, ils osaient. Donc, j'y suis allé. J'ai cherché après la tête, mais ce n'était pas très compliqué. Il suffisait de suivre les traces de sang pour la trouver. Je l'ai trouvée. Il faisait nuit. Et avec ma lampe de poche, je l'ai éclairée. Et j'ai dit au policier, je crois que je l'ai trouvée. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu le policier qui, poum, Non. perte de connaissance, Non, c'est pas vrai. 3 mois d'incapacité. Si, Bah, si. si. Ah ouais, c'est pas vrai. Ah ouais. Ouais, c'est- Le choc, t'imagines? Ah oui. Ah ouais. C'est J'y ai jamais pensé. Bah Ah ouais. ouais, c'est sûr, parce que vous, Pour vous, c'était normal. si c'était votre premier cas, vous étiez immunisé, normal. C'est le premier cas, mais déjà, j'avais fait 3 mois de stage. Et avant, j'ai fait, comme tous les étudiants en médecine, de la dissection. Ouais. Donc, le mort, on est habitué à le voir. On est habitué à ça. C'est plus un sujet tabou. Et tu n'as plus l'émotionnalité que tout le monde peut avoir en voyant des photos ou en rencontrant un cadavre. Et les chirurgiens dentistes, ils bossent sur des têtes de cadavres très souvent Oui, pour s'entraîner. À la fac, Ah ouais, bien merde. sûr. Et les orthopédistes sur les genoux, sur les hanches, Alors, etc., sur des cadavres aussi. Vous avez déjà retrouvé des personnes mortes dans des situations improbables, par exemple pendant une relation sexuelle ou un truc comme ça? Oui. C'est vrai? Oui, Ah ouais, qui? oui. Et c'est un monsieur, mais c'est pénible. C'est un monsieur qui est en train de faire l'amour à sa femme, et lui, il fait 130 kilos, elle en fait toute mouillée 65. Et il meurt en train de commettre l'acte d'amour, tu vois? Non. Ah ouais. Ouais. Et donc, il meurt d'un et infâme. donc, il tombe. Ah ouais. Il comprime la femme en dessous, Ah ouais. Oh là qui là. n'arrive pas à se dépêtrer, Non, qui gueule mais on l'entend pas. mais non. Il a fallu 1 jour et demi, je crois, à peu près 2 jours, pour qu'on la retrouve. C'est sa fille qui la retrouve. Non. Elle était dans un état de choc inouï, forcément. Elle était aussi en hypothermie parce que le corps au-dessus s'est mis à refroidir. Dans la pièce, il ouvrait la fenêtre. Donc, Par rapport à cette histoire, quand on meurt, on devient rigide. oui. Est-ce que Mais le pas tout de pénis suite. en érection Non. reste... Non. ou non? Ouais, ah ouais, Bah, pour être rigide, il faut qu'une articulation. ah, bien sûr. Il faut qu'il y ait un os. Et il n'y a pas d'os. Ah bah oui, dans il y a le pas pénis. d'os. Donc, non. À part moi, je m'en suis fait mettre un os de poulet. Comme ça. Un os de poulet comme ça pour le fun. Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la fille qui voulait tuer son père, mais qui n'a finalement pas réussi? Ah oui, oui. C'est une jeune fille qui arrive aussi en pleine nuit. Elle prend le flingue de son père qui est dans un tiroir, elle sait où. Et elle arrive dans la chambre de son père, elle pense qu'il dort. Et avec le flingue, elle le vise, elle tire, sans allumer, hein, il y a suffisamment de lumière qui vient de l'extérieur. Elle tire et elle le touche autant de fois qu'il y a de munitions dans le flingue. Elle dépose le flingue et elle s'en va. Ouais. On s'excelle. Dans l'enquête, très vite, on s'excelle. Et bon, j'arrive sur place et je dis à la magistrate, à la juge d'instruction, je dis, écoute, je vais l'emmener à la morgue. De toute façon, on va faire l'autopsie, je ne vais pas l'examiner là, ça ne sert à rien. Je le ferai mieux en salle d'autopsie. Et une fois que je commence l'autopsie, je me rends compte que les orifices d'entrée et de sortie, quand il y en avait, n'étaient pas sanglants. Ça veut dire que le type était déjà mort quand on lui a tiré dessus. Et j'ai fait le tour comme ça de tous les orifices. J'ai fait évidemment l'autopsie complète. Il y a 2 balles qui ont traversé le cœur, donc normalement il allait mourir. Mais il était déjà mort avant. Et c'est en ouvrant la tête que j'ai vu qu'il était mort d'une hémorragie cérébrale pendant la nuit, une rupture d'anévrisme cérébral pendant la nuit. Donc la fille, elle est très méchante, elle veut tuer son père, c'est pas gentil. Elle l'a pas fait. Elle a un flingue, c'est ce qu'il faut. Elle tire avec le flingue, elle touche le cœur, pas de problème. Mais comme il était déjà mort, elle n'a pas pu le tuer. Elle n'était donc pas condamnable de rien du tout. C'est incroyable. Bah oui, Ah ouais, il était déjà c'est mort. génial. Ah, c'est donc- Elle a hérité, non? Ouais, mais franchement. Et comme tu dis, exact, elle a pu hériter, effectivement, puisque le délit n'est pas, le crime N'est en pas l'occurrence, caractérisé. n'est pas caractérisé. Sa morale. Non. Elle est folle cette histoire. Incroyable. Ah ouais. C'est quoi l'histoire de la momie? Là, ce monsieur qu'on retrouve, c'est une rue dans ma région, qui est la rue des prostituées. Ah oui, j'y vais souvent.
Et dans cette rue-là, à l'entrée de la rue à droite, il y avait une maison qui était à l'abandon, qui appartenait à un type qui était un peu cinglé, qui voulait voir personne, qui insultait les passants, etc. Voilà, il n'était pas très agréable dans le quartier, il était connu comme tel. Et puis on le voit disparaître et personne ne s'en inquiète. Au contraire, on se dit, bon débarras, hein, il n'est plus là pour nous insulter. C'est bon. Et bien un jour, tu as un type qui vient en début de nuit, il faisait noir, il veut aller rencontrer ces dames et il a aussi envie de pisser. Il rentre dans la maison, question de se planquer un peu. C'était devenu un squat, c'est devenu quelque chose d'immonde, la porte était ouverte. Il rentre, et puis il se met un peu à l'écart, à droite de la porte d'entrée, face à une autre porte qui ouvre sur une pièce. Et la pièce a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur avec, tu vois, la lumière qui rentre, la lumière des réverbères qui rentre et qui éclaire un peu la pièce. Il se met à pisser et il voit le mort qui le regarde. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que le type était mort d'ailleurs. On voit le mort qui le regarde, il a eu la trouille de sa vie, il est sorti de là en oubliant de se rhabiller. Ouais. À ce moment-là, il y a une camionnette de police qui passe, c'est pas une blague, qui l'arrête, qui dit « Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Rhabillez-vous d'abord ». Et il a expliqué qu'il y avait un mort dans la maison, quoi. Ouais. J'ai été voir, je pense que le gars, il n'est plus jamais retourné aux putes de sa vie. Il a dû vacciner. Et puis, j'ai été voir le corps, moi. Ouais. Et puis cette rue-là, j'y suis retourné beaucoup et même souvent. Pas comme vous, Cyril, mais pour le boulot. C'est une vanne, hein. Oh, c'est bon. Et là, j'examine le corps, il est en état de momification. Mais j'en ai jamais eu d'aussi belle. C'est il y a 30 ans, je la présente toujours au cours à mes étudiants, tellement cette momie est splendide. Ah ouais. Il a la tête un peu relevée, il est appuyé sur une pile de bouquins, et il a le genou qui est fléchi, genou gauche, qui est appuyé, lui, reposé plutôt sur un seau. Oui, mais un momifié, il est raide comme de la brique, hein. Tu sais, si tu veux arriver à le déplier, il faut le scier, quoi. Il est complètement déshydraté, en fait. Et quand j'ai prévenu le pompe funèbre, j'ai oublié de leur dire. Donc ils sont arrivés avec un corbillard avec des vitres, tu vois, il n'y a pas de rideau. Et le cercueil de transport de cadavres, avec la jambe fléchie, on n'arrivait pas à le pousser dedans. Ah ouais. Donc il a traversé toute la ville avec la jambe à la fenêtre. Ouais. Pour arriver à la médecine légale. Allez, une dernière petite histoire, parce que c'est trop bien. C'est celle dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ah, oui. C'est l'histoire de l'héritière. C'est quoi cette histoire? Une brave dame a une tante à héritage. Et sa tante met du temps à mourir. En tout cas, trop long pour elle. Alors on commence l'histoire, c'est un petit monsieur qui promène son chien, il le balade, il croise la nièce qui sort de chez la tante, il lui dit bonjour, ils se connaissent, ils habitent la même rue, tous. Il continue son chemin, mais tu ne saurais pas faire dans ce quartier-là, il n'y a pas moyen de faire un cercle. Il est obligé de faire demi-tour, de repasser devant la maison. Et quand il repasse devant la maison de la tante, il voit qu'il y a de la fumée qui sort par en dessous de la porte. Il rentre chez lui, c'était l'époque où il n'y avait pas les GSM encore, il y a 30 ans, quoi. Toutes les histoires que je raconte sont anciennes, hein, exprès. Il rentre chez lui, il laisse son chien, téléphone aux pompiers, ils arrivent. Et les pompiers, quand ils arrivent, défoncent la porte, il y a de la fumée, plein de fumée, et ils te massacrent tout. Et les pompiers, c'est terrible. Hein. Ils sont efficaces, ces gens-là. Bah oui. Tu as de l'eau partout, dans tous les coins. Et quand j'arrive, la dame est assise dans un fauteuil, et c'est le fauteuil qui a pris feu. Mais doucement, il s'est consumé lentement, donc il a fait beaucoup de fumée, c'est typique. C'est pas des flammes, quoi, c'est énormément de fumée. Et quand j'examine la dame, je me rends compte qu'elle a des coups ici sur le crâne, et que, il va s'agir de l'autopsie, parce que les coups sur la tête, alors que rien n'est tombé du plafond, dans les incendies, ça arrive. Mais il faut que l'incendie aille plus loin. Là, on n'a pas eu le temps. Et donc, je l'ai fait transporter à la médecine légale, et je me suis rendu compte que les coups, c'était dû à un objet contondant. Donc, je suis retourné sur place, et sur place, j'ai découvert ce qu'on appelle un attendrisseur de viande. C'est un espèce de marteau, c'est un manche en bois, et puis une structure carrée, c'est un vrai carré au-dessus, et tu as des faces qui sont creusées, d'autres qui sont en forme. Et avec ça, la nièce a tapé sur la tête de sa tante. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est bon, j'ai la cause de décès. Elle est morte quand elle a mis le feu, quoi. J'ai continué l'autopsie maintenant que j'avais l'objet. Et il y avait dans le cou, ici, des traces de strangulation. Mais les strangulations, il faut savoir les faire, c'est pas évident. Étrangler quelqu'un, c'est pas simple. Il faut avoir la technique, et elle n'avait pas la technique, visiblement, parce que ça n'a pas marché. Je me suis dit, bon, allez, là, on a 2 moyens de la tuer, c'est bon. Quand la nièce a mis le feu, la tante était déjà morte. Eh bien, pas du tout. J'ai trouvé de la fumée dans le voie respiratoire de la tante, ce qui prouve qu'elle a même respiré. Mais comme elle n'a pas bougé du fauteuil alors qu'il était en train de prendre feu, c'est qu'elle était assommée. Donc j'ai pu refaire une succession dans les coups qui ont été donnés et expliquer aussi combien de temps elle avait mis pour mourir grâce au fait que la nièce avait mis le feu.
Tout ça est passé en cour d'assises et la nièce a été condamnée alors qu'elle a toujours nié. Mais on l'a vue sortir de la maison de sa tante juste avant que la Sandrine prenne. Elle était cuite, si j'ose dire. Exactement. Merci Philippe Boxeau. Et les livres de Philippe Boxeau, incroyables. Hein. Allez-y, il y en a plein et c'est toujours un bonheur. Merci beaucoup Philippe. Vous venez nous voir quand vous voulez, on adore. Hein. Avec plaisir.